Salut tout le monde, bienvenue dans la 5e séance de formation en management des ressources humaines. Comme vous savez, les disparités salariales entre hommes et femmes sont l'une des caractéristiques du marché du travail. Alors, pour lutter contre la discrimination en matière de rémunération, il importe d'évaluer les différents emplois et leurs exigences, ce qui permettra de mettre en place des systèmes de rémunération plus transparents et équitables. L'activité de la gestion des ressources humaines qui répond à cette finalité, c'est l'évaluation des emplois. L'évaluation des emplois, c'est une activité de la gestion des ressources humaines, permettant d'analyser et de comparer les exigences de différents emplois, en vue de les hiérarchiser et de déterminer un salaire objectif. Donc, elle permet un classement des emplois dans l'organisation, où les emplois les plus complexes, comportant le plus de responsabilités et exigeant le plus de compétences, sont regroupés au sommet, tandis que les emplois les moins complexes se retrouvent au bas de la hiérarchie de l'organisation. L'évaluation des emplois, appelée aussi classification des emplois, ou classification des fonctions, ou bien rangement des emplois. Les objectifs de l'évaluation des emplois visent à établir une politique équitable, objective, contrôlable et cohérente de salaire. L'établissement d'une justice sociale dans l'attribution du salaire. Et vise à fidéliser le personnel et conserver les employés de haute qualification et compétences. L'évaluation des emplois a pour utilité d'attribuer un salaire de base équitable entre les sexes et d'éliminer la discrimination. D'hiérarchiser les emplois en fonction de leurs exigences. De permettre à l'organisation de bâtir de façon rationnelle et objective sa politique de salaire. Aussi, elle a comme utilité de procurer des critères pour résoudre les problèmes reliés aux conflits touchant la rémunération et d'éliminer les facteurs individuels tels que le favoritisme et les tendances agressives. La mise en place du processus de l'évaluation des emplois exige la poursuite des étapes suivantes. La première étape, c'est l'analyse des emplois, permettant d'identifier et de décrire les tâches, les responsabilités et les exigences d'un poste. Alors, l'évaluation des emplois repose sur autre activité de la gestion des ressources humaines, c'est l'analyse des postes. Deuxième étape, c'est la préparation. Il s'agit de former un comité d'évaluation des emplois. Ce comité est nécessaire pour toutes les étapes à entreprendre et pour l'implantation du plan d'évaluation des emplois. La troisième étape, c'est la sélection de la méthode d'évaluation. La quatrième étape, c'est la sélection de critères et sous-critères, ou appelés aussi facteurs et sous-facteurs. La plupart des méthodes d'évaluation comprennent 4 facteurs de base: les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions du travail. Chaque facteur est décomposé en sous-facteurs. Par exemple, le facteur qualification peut être décomposé en expérience professionnelle, formation académique et aptitude aux relations interpersonnelles. Le facteur effort peut être décomposé en effort physique, mental et visuel. Le facteur conditions de travail, son sous-facteur, c'est par exemple les risques pouvant toucher l'intégrité de l'employé lors de son travail, le stress et les heures de travail.
Puis vient l'étape de la hiérarchisation des emplois, qui vise à regrouper les emplois repères en catégories, puis de comparer les exigences des emplois, après de les classer. Ensuite, l'attribution de valeurs. Il s'agit de la cotation des emplois en fonction des exigences de chacun. Et la dernière étape, c'est la conversion. Signifier que le processus d'évaluation des emplois devra être vérifié périodiquement pour assurer sa bonne application. Les outils de l'évaluation des emplois sont les catégories d'emplois, est un ensemble d'emplois de nature identique qui ont des caractéristiques semblables et communes et se situent dans un même lieu de travail. Les facteurs d'évaluation. Ils se présentent sous forme d'exigences fixées par l'employeur pour exécuter les tâches d'un emploi. Par exemple, responsabilité, qualification et conditions du travail. Les niveaux. Une fois les facteurs choisis, il faut déterminer des niveaux pour chacun d'eux. Ces niveaux représentent les degrés minimum ou maximum qu'exige un emploi. Par exemple, les niveaux qui reflètent le facteur responsabilité sont niveau 1. Les responsabilités relatives à l'emploi ont peu ou pas d'impact sur l'activité de l'entreprise. Niveau 2. Les responsabilités relatives à l'emploi ont un certain impact sur l'atteinte des objectifs du programme ou d'activité. Niveau 3. Les responsabilités relatives à l'emploi ont un impact significatif sur l'atteinte des objectifs du programme ou d'activité. Et niveau 4. Les responsabilités relatives à l'emploi ont un impact majeur sur l'atteinte des objectifs du programme ou d'activité. La pondération des facteurs consiste à établir le poids de chacun des facteurs, c'est-à-dire d'attribuer à chaque facteur une valeur numérique. Les responsables de l'entreprise savent bien qu'un tel facteur a un poids important par rapport à l'autre, et ils pourront être tentés de lui attribuer une valeur élevée. Et enfin, l'allocation des valeurs, qui consiste à attribuer des valeurs en termes absolus ou en pourcentage à chacun des facteurs et à chacun de leurs niveaux, selon leur pondération. Par exemple, facteur qualification, on l'attribue 32%, l'effort 19%, responsabilité 39% et conditions de travail 10%. Les méthodes d'évaluation des emplois se répartissent entre méthode globale, méthode analytique et la méthode hybride. La méthode globale, dite du rangement, est celle des classifications, et la méthode analytique comme la méthode par points, et la méthode hybride comme la méthode High. On commence par les méthodes globales. La première méthode, c'est la méthode rangement. Dans cette méthode, on range tous les emplois repères les uns par rapport aux autres, selon leurs exigences. Ensuite, on classe l'ensemble des emplois de l'organisation autour des emplois repères rangés. Et enfin, on les compare d'une façon globale ou par la méthode de la comparaison par paire. La deuxième technique de la méthode globale, c'est la méthode classification. Cette technique est le prolongement de la technique par rangement. Il tient compte des facteurs afin de comparer tous les emplois. Ensuite, on les classe et on établit la valeur relative de chacun d'eux. Passons maintenant aux méthodes analytiques. La méthode par points. Elle consiste à attribuer des points aux facteurs représentant chacun des emplois. Elle permet d'obtenir une évaluation chiffrée et on peut donc classer automatiquement tous les emplois, puis on détermine leur salaire en fonction de ces points. Et pour la méthode hybride,
Ce sont les méthodes créées par les entreprises ou les cabinets eux-mêmes pour évaluer leurs emplois, telles que la méthode HIGH. Cette méthode utilise une grille d'évaluation qui comprend 3 facteurs. Facteur compétence, facteur initiative créatrice et facteur finalité. Et on peut trouver dans d'autres entreprises autres facteurs comme savoir-faire, la résolution de problèmes, la responsabilité et conditions du travail. L'évaluation des emplois, comme toute activité de la gestion des ressources humaines, a des avantages et des inconvénients. Donc, parmi ces critiques, l'évaluation des emplois est difficile à gérer lorsque le nombre d'emplois augmente. Les jugements aux fins de classement sont parfois subjectifs. La comparaison ne repose sur aucune norme. Les nouveaux emplois doivent être comparés aux emplois existants afin de déterminer leur classement. Le processus de classement doit être repris chaque fois qu'un nouveau poste est créé au sein de l'entreprise. Et enfin, comme critique, l'évaluation des emplois exige une grande connaissance de l'emploi. Passons maintenant aux relations de l'évaluation des emplois avec les autres activités de la gestion des ressources humaines. L'évaluation des emplois a un lien avec le recrutement, car sa raison principale est de classer les emplois en fonction des exigences que chaque titulaire doit rencontrer pour occuper le poste. L'évaluation des emplois a une relation étroite avec l'analyse des postes, car l'analyse des postes est la première étape avant d'entamer à la classification des emplois, puisqu'elle permet de décrire et d'identifier les exigences de chaque poste. Et enfin, l'évaluation des emplois a une relation avec la rémunération, car elle désigne le processus qui permet de classer les emplois afin de fixer leur valeur en termes de rémunération. Alors, elle permet de déterminer un salaire équitable selon la complexité et les exigences d'emploi. Pour bien comprendre la partie théorique, passons maintenant à la partie pratique. La première étape pour faire l'évaluation des emplois, c'est l'analyse des postes et la détermination des tâches et responsabilités de chaque emploi. Puis, on passe au choix de la méthode. Par exemple, ici, on va choisir la méthode analytique par points. Puis, on détermine les facteurs. Généralement, sont d'ordre de 4 facteurs. Qualification, responsabilité, effort et conditions de travail. Ensuite, on passe à la détermination des sous-facteurs. Par exemple, les sous-facteurs du facteur qualification sont formation académique, expérience professionnelle et communication. Et pour la responsabilité, il y a responsabilité de personnes, de produits et financière. Pour l'effort, il y a l'effort intellectuel, physique et émotionnel. Et les sous-facteurs des conditions du travail sont l'environnement physique, comme les risques, et le climat psychologique, comme le stress et le burn-out. Une fois les sous-facteurs choisis, il faut déterminer des niveaux pour chacun d'eux. Par exemple, le sous-facteur compétences physiques. Les niveaux à répartir pour ce facteur sont: Niveau 1, il n'y a pas d'exigence concernant les compétences physiques. Niveau 2, le travail exige des compétences sensorielles avec une certaine précision. Et le niveau 3, le travail exige des compétences physiques et une vitesse considérable avec une haute précision.
Ensuite, on passe à la pondération des facteurs par ordre d'importance aux yeux du responsable. Par exemple, on va attribuer aux qualifications 32%, au facteur responsabilité 39%, pour l'effort 19% et pour les conditions du travail 10%. La somme, c'est 100%. Et il est conseillé de retenir un total de 1000 points. Alors pour déterminer le nombre des points en chiffres, il suffit de multiplier les pourcentages des facteurs par 1000. Par exemple, 32% multiplié par 1000 donne 320 points. Ensuite, on passe à la répartition des points par niveau. Voilà une grille de répartition des points pour tous les facteurs et sous-facteurs et niveaux. La détermination du nombre de points pour chaque niveau de chaque facteur et sous-facteur est réalisée par une progression arithmétique, c'est-à-dire par l'addition d'une constante entre les niveaux. Dans notre cas, par exemple, pour le facteur qualification, son sous-facteur formation académique est de 120 points et on a 5 niveaux. Alors 120 divisé par 5, ça donne 24. Alors on va ajouter à chaque niveau 24 points. Premier niveau 24, alors deuxième niveau 48, troisième niveau 72, etc. Cette grille va nous aider à comparer les emplois de même catégorie. Par exemple, emploi assistante RH, emploi responsable RH et emploi directeur RH. Après la détermination des niveaux de chaque sous-facteur, on passe à l'attribution des points aux emplois, tout en se basant sur la grille d'évaluation. Par exemple, pour l'emploi A, le niveau de ce facteur formation académique, c'est le niveau 2, et selon la grille, il représente 48 points. Et le niveau de ce facteur expérience professionnelle, c'est le niveau 2, qui représente 40 points. Et le niveau de la communication, c'est le niveau 2 et selon la grille est de 40 points. Alors la somme des points du facteur qualification est de 128 points. Et même chose pour les autres facteurs et on additionne le nombre des points de chaque facteur et on obtient 554. Après l'attribution des points aux emplois, on fait la classification des emplois. Puis, on va voir dans quelle fourchette de salaire appartient chaque emploi. Et alors, comme ça, l'entreprise va attribuer à chaque emploi un salaire juste et équitable et selon l'exigence de chaque emploi. Ma vidéo a touché sa fin. Et ne vous oubliez pas que ma finalité ultime, c'est l'apprentissage pour tous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!